J'ai enregistré une intro nickel à peu près 30 fois en studio, à l'extérieur, et puis je réécoute et je me dis non, c'est trop lissé, il y a pas assez d'aspérité, c'est pas assez brut, c'est pas assez vivant, c'est pas assez vrai. Donc voilà, ça va être la nouvelle intro. Vous êtes sur le podcast Flamboyante, un podcast qui parle des femmes qui entreprennent, des femmes qui ont de l'audace, des femmes qui, à mes yeux, sont remarquables, qui incarnent parfaitement l'adjectif flamboyant d'eux. Ces femmes, elles sont plurielles parce qu'elles sont multifacettes, elles osent y aller, elles en ont sous le pied. Elles ont pris des chemins de traverse, elles sont audacieuses, elles sont sensibles, elles sont intègres. Elles tentent l'alignement, et je dis elles tentent parce que c'est pas toujours facile. Elles se respectent, elles respectent leurs valeurs, et ça me touche beaucoup. Donc ces femmes qui créent, qui entreprennent, qui créent des boîtes, qui enferment, qui proposent des nouveaux services, des nouveaux produits, qui offrent du sens, qui offrent de la valeur à nos univers, à nos vies. Ce sont ces femmes que je vais rencontrer, ce sont ces femmes que je vais interviewer et ce sont ces femmes que je vais vous présenter. Donc bienvenue sur le podcast Flamboyante, un tout nouveau podcast créé par Sabine Reynard, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'envie. Je vous souhaite une bonne écoute, une belle journée et je vous dis à bientôt. Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Bouchée double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir Stéphanie Jouan, fondatrice du blog La Cerise sur le Maillot. Cette mère de 4 enfants ultra gourmande s'est posé beaucoup de questions sur la cuisine du quotidien, comment se faire plaisir en mangeant équilibré, comment trouver des recettes savoureuses, bonnes pour la santé. Il y a 8 ans, elle a fini par ouvrir un blog nommé La Cerise sur le Maillot, juste pour partager les recettes qu'elle préparait pour sa famille. De fil en aiguille, elle a glissé tranquillement de programmeuse web à blogueuse. Stéphanie a écrit 9 livres, rien que ça, publié des tonnes d'articles sur son blog qui rassemble aujourd'hui plus de 300 000 visites par mois, rien que ça, et fédérer une communauté grandissante de 118 000 abonnés sur Instagram, rien que ça. Ça peut sembler totalement fou, elle en est la première surprise, je crois. Depuis sa recette de la ratatouille au four, il y en a eu du chemin. Recettes du quotidien, menu de saison clé en main, e-book base du rééquilibrage alimentaire, et bientôt, je crois qu'on peut le dire, un accompagnement individuel pour changer durablement sa façon de manger et de vivre. Les retours de ses clients sont dithyrambiques. On peut lire « Vous avez changé mon quotidien, vous avez changé mon déjeuner, c'est le meilleur site de cuisine de tous les temps. » Bon bah là, franchement, ça donne vraiment envie. Stéphanie, bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Flamboyante. Est-ce que pour commencer, tu peux nous partager ton humeur du jour et puis ensuite te présenter comme tu le souhaites? Eh ben, écoute, enchantée, Sabine, d'être ici avec toi pour échanger. Et puis, je suis très touchée de cette présentation, très honorée que tu aies pensé à moi pour ce podcast, dont le nom est très, comment dire, inspirant et dithyrambique. Donc, alors mon humeur du jour, aujourd'hui, il fait très beau. Et je crois que mon humeur du jour est ensoleillée. Et alors, ouais, la deuxième question, c'est est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites? Alors, je pense que tu as déjà dit pas mal de choses, mais pour compléter, donc je suis bordelaise depuis toujours et j'ai effectivement 4 enfants et un parcours qu'on peut nommer atypique. En tout cas, c'est comme ça qu'il est souvent perçu, dans le sens où j'ai fait des études littéraires, hein. J'ai fait une licence en histoire et je me destinais a priori à être prof. Et puis, la vie étant pleine de surprises, on m'a proposé de faire de la programmation web, du développement, ce qui semble complètement à l'opposé de mon parcours plutôt littéraire.
Et pourtant, depuis petite, j'avais toujours eu un penchant pour l'informatique qui était vraiment tout à fait naissante. Je faisais des petites programmations en basique quand j'étais enfant. Et finalement, je me suis retrouvée à travailler dans ce métier de l'informatique, à faire de la programmation web, de sites internet à une époque où il y avait très peu de formation là-dedans et où on donnait un peu sa chance à tout le monde et particulièrement aux autodidactes dont je faisais partie. Bon, on va y revenir parce que effectivement ton parcours est très intéressant. Alors, est-ce que tu peux, avant qu'on plonge dans ton parcours très atypique, nous dire ce qu'entreprendre t'a appris à aujourd'hui? Alors, ce qu'entreprendre m'a appris à aujourd'hui, c'est de prévoir de ne pas prévoir. Pas mal, je retiens. Parce que finalement, ce à quoi on s'attend et ce qui se produit, c'est souvent très différent avec des surprises, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Et je pense que ça m'a appris à accueillir les surprises, qu'elles soient entrepreneuriales ou plus personnelles d'ailleurs, avec beaucoup plus de philosophie et de quiétude dans la façon en fait d'appréhender ce chemin parfois effectivement surprenant. Merci. Alors, bon, tu as déjà un peu commencé, mais est-ce que tu peux nous décrire un peu plus précisément les grandes lignes de ton aventure entrepreneuriale? Là, tu nous as expliqué d'où tu venais, la source, et puis après, tu vas peut-être pouvoir nous dire quelle a été la bifurcation, comment tu es arrivé à l'entrepreneuriat et à cette activité d'aujourd'hui, et puis les grandes lignes, en fait, de cette construction. Alors, je pense que l'entrepreneuriat, déjà, c'est ancré dans ma famille. Moi, j'ai une maman qui a toujours 1000 idées à la seconde et qui a toujours eu envie de faire des tas de choses diverses et variées. Donc, j'ai un peu baigné dans cette dans cette idée qu'on pouvait changer, se réinventer, tester des choses. Et puis, arrivé à l'âge adulte, effectivement, j'avais plein d'envies, plein d'idées. Et surtout, je crois que j'avais envie d'être libre. Et je pense que c'est ce qui a guidé. Et ça, je le dis aujourd'hui avec le recul. Mais sur le moment, c'est pas forcément ce que je percevais, puisque j'avais envie, comme tout un chacun, d'avoir une situation plutôt stable, un emploi. J'ai eu des enfants très jeunes. Et donc, je pense que ce petit fond musical d'envie de liberté qui m'accompagne depuis toujours, c'est ça qui a guidé mes choix, des choix qui ont été parfois audacieux, voire pris par mon entourage comme un peu inconsidérés, et que finalement, avec le recul, je regrette absolument pas. Et en fait, je crois que écouter mon cœur, un petit peu ma tête quand même, mais en grande partie mon cœur, a été le meilleur choix que j'ai pu faire dans mon aventure entrepreneuriale, qui donc, comme je le disais tout à l'heure, a démarré par l'informatique au départ en tant que salariée, mais très vite je me suis mise à mon compte. J'ai créé même une société dans ce domaine-là, avec les déboires que l'on peut connaître quand on crée une entreprise. Donc société qui a fermé. Après quoi j'ai rebondi et je suis devenue simplement freelance, toujours dans ce domaine de l'informatique, mais en tant que chef de projet. Et puis voilà, puis j'ai continué mon petit bonhomme de chemin pendant quand même pas mal d'années dans cet univers-là qui me plaisait, dans lequel je m'épanouissais et qui était quand même très challengeant puisque c'était pas ma formation initiale. Et alors justement, là tu es restée discrète sur la fermeture de cette société, mais moi ce qui m'intéresse aussi dans ce podcast, c'est de parler de l'envers du décor, parce que tout n'est pas tout rose, et puis on dépasse, on a des défis, on a des peurs à dépasser, il y a des émotions qui sont associées aussi à toute cette aventure. Est-ce que tu peux nous parler aussi de cette fermeture d'entreprise rapidement, parce qu'en fait elle fait partie de ton parcours, et finalement je crois qu'elle t'a appris beaucoup pour créer l'entreprise que tu tiens aujourd'hui?
Oui, alors c'est vrai que l'échec, ça peut sembler, quelque chose une expérience négative, et c'est vrai que sur le coup, c'est une expérience négative, on va pas se mentir, mais avec le recul, c'est quand même très, très riche d'enseignements. Effectivement, il y a eu une période de crise, autour des années, 2008, hein, une crise financière, en France et dans le monde d'ailleurs, qui a impacté la société que j'avais créée à l'époque, qui était une société de création de sites internet, générant bien sûr, des difficultés, financières qui m'ont amenée à fermer cette entreprise et même à l'époque à vendre, notre maison, de famille, puisque la situation financière faisait que voilà, que nous avions du mal à faire face, à nos charges. Donc oui, ça n'a pas été une décision, facile, mais effectivement, bah, aujourd'hui, j'ai quand même un toit sur ma tête, voilà, une maison, plutôt chouette, une nouvelle entreprise, comme quoi, un échec, c'est pas forcément quelque chose de définitif, c'est une étape. C'est le creux de la vague, mais après le creux, il y a une nouvelle vague, en fait. Est-ce que ce creux t'a permis d'envisager une future... Alors déjà, ça t'a pas vacciné contre l'entrepreneuriat. Alléluia, merci pour nous, parce que sinon on n'aurait pas accès à toutes ces belles recettes pour cuisiner tous les soirs. Et puis, est-ce que tu as le sentiment que ce creux t'a permis d'envisager l'entrepreneuriat différemment et de te dire, ok, je ne ferai pas telle chose pour la prochaine entreprise, ou tu l'as pas vécu comme ça, tu t'es reparti la fleur au fusil et tu t'es remise à créer ce qui t'a à nouveau porté dans une belle énergie? Alors, l'enseignement que j'en ai tiré, c'est vraiment avec le recul, parce que sur le moment, quand on a le nez, on va dire, dans les problèmes, on a un petit peu de mal à dire bon bah voilà, je vais tirer tel enseignement, partir dans telle direction. Donc c'est pas du tout ce qui s'est passé. Sur le coup, j'étais plus dans une logique de sauver les meubles, hein, on va dire ce qui est. Rebondir, trouver un nouvel emploi, quel qu'il soit. Et effectivement, je me suis mise en freelance et j'ai trouvé des missions freelance dans la gestion de projets digital. Mais avec le recul, les enseignements effectivement que j'en ai tirés sont de créer une entreprise dans un domaine qui nous fait vibrer, en fait. Parce que, bah, logiquement, j'avais créé cette entreprise dans le domaine du web, de l'informatique, parce que c'était ma compétence, parce que c'était mon métier, parce que il y avait a priori un marché. Donc tout ça était très intellectualisé en fait comme choix. Il y avait à la fois une logique, voilà, ça s'imposait naturellement, et en même temps c'était réfléchi. Voilà, il y a un marché, c'est mon domaine, c'est ma compétence, je vais donc créer une entreprise dans ce domaine-là. Alors que l'entreprise que j'ai aujourd'hui, c'est pas qu'elle s'est créée toute seule, mais quasiment. Puisque le blog, je l'ai lancé donc il y a un peu plus de 8 ans, comme un hobby. En plus, à côté de mon activité, c'est-à-dire que je me suis mise à partager des recettes en ligne, sur le blog et sur les réseaux sociaux, parce que bah, j'aime manger, j'aime cuisiner, j'avais envie de partager, puis j'avais envie d'avoir un hobby qui fasse un peu vibrer toutes ces choses en moi. Donc c'est comme ça que j'ai lancé le blog. Et le blog est devenu une entreprise, alors pas tout seul, parce que j'y ai mis de l'énergie, j'y ai mis du temps, j'y ai mis de la passion, mais aujourd'hui c'est mon entreprise, et je me lève chaque matin pour travailler avec bonheur, et ça c'est quand même assez rare, sans que j'y ai mis la moindre intention, au départ en tout cas, économique, marketing ou autre. Et je crois que c'est peut-être ce qui a manqué à ma première entreprise. C'était quelque chose de très réfléchi et du coup de trop réfléchi. Et sur un marché qui était déjà peut-être saturé, mais ça encore c'est pas forcément un problème, parce qu'à partir du moment où sur un marché saturé, parce que des blogs de cuisine, il y en a des dizaines de milliers, on arrive avec quelque chose, avec sa vision, ses propres inspirations. Je pense qu'il y a une place pour tous, mais je pense que j'avais trop intellectualisé et que là, je l'ai fait beaucoup moins. Et c'est ce qui fait que la mayonnaise a pris.
Et c'est hyper intéressant d'avoir ce retour sur le fait de suivre une envie, de suivre un élan. Et puis toi, c'était ta passion aussi, la cuisine. Tu t'es posé plein de questions sur tes propres pratiques. Et c'est ça, en fait, que tu avais envie de partager aux autres, j'imagine. Oui, alors d'abord, je l'ai fait de façon très égoïste, parce que en fait, c'est un peu comme, enfin, tu vois, dans l'avion, on te dit d'abord de te mettre le masque à oxygène, et puis après tu t'occupes des autres. Ben, je crois que ça, il faudrait l'appliquer de façon plus générale, et c'est un petit peu ce que j'ai fait, puisque effectivement, donc j'ai commencé par faire un rééquilibrage alimentaire moi-même, puisque donc 4 enfants, bon, je l'ai fait initialement dans une démarche un peu de perte de poids, hein, voilà, pour être transparente. Et en fait, ce rééquilibrage alimentaire m'a semblé absolument épouvantable. Moi, j'avais toujours eu un très bon coup de fourchette. Enfin, chez moi, on a toujours bien mangé. C'était plutôt 2 parts de lasagne plutôt qu'une petite salade. Hein. Et, et donc, je me suis retrouvée. Donc, j'ai consulté un nutritionniste qui m'a mis au régime légumes vapeur, poisson blanc. Voilà. Donc, bon. Au bout d'une semaine, j'ai dit c'est pas possible, je vais pas tenir en fait. Je vais peut-être perdre du poids, mais je vais perdre, enfin je vais déprimer, ça va pas fonctionner. Et c'est comme ça que je me suis dit bon ok, donc tu aimes manger, tu aimes cuisiner, tu aimes les bons petits plats qui gratinent. Il doit y avoir un moyen quand même de faire ce rééquilibrage alimentaire un petit peu dans la joie en fait. Et c'est là que j'ai commencé à revisiter un peu mes recettes d'abord, puis les recettes un peu classiques, traditionnelles, puis finalement à créer carrément des recettes équilibrées, légères mais pas non plus light, hein, dans le sens régime du terme, mais quand même gourmandes et qui font envie. Et en fait, je me suis mis à cuisiner de plus en plus de cette façon-là. Ça me plaisait, je me régalais. Autour de moi, les personnes qui avaient l'occasion de goûter mes plats disaient mais c'est très bon, mais est-ce que tu peux m'envoyer la recette? Est-ce que tu peux et est-ce que tu peux me donner tes petits tips? Et c'est là que j'ai commencé à envoyer mes recettes d'abord par de très longs messages, des mails. J'ai commencé à les rédiger en PDF, et c'est comme ça que j'en suis venue à créer ce blog. Donc en fait, j'ai créé ce blog initialement dans une démarche qui était très personnelle, mais vraiment très personnelle. Et en fait, ce fil conducteur ne m'a jamais quitté. De faire des choses pour moi, parce qu'elles me plaisent, et finalement, ça résonne avec pas mal de personnes qui me lisent, parce que bien qu'on soit tous évidemment des individus uniques, il y a quand même des problématiques que l'on retrouve chez beaucoup de personnes, et que pour lesquelles je reçois des témoignages tous les jours, que ce soit sur les réseaux sociaux, par message privé, par mail. Et finalement, ce que je partage pour répondre à mes propres problématiques répondent quand même aux problématiques de pas mal de personnes, pas mal de femmes, même pour dire les choses. Ça, c'est incroyable. Ça m'a toujours marqué. Je suis toujours surprise de voir à quel point le personnel résonne au niveau universel. Et c'est souvent aussi c'est une méconnaissance qu'on peut avoir, je trouve, dans l'entrepreneuriat. C'est que parfois, on a une super idée et on fait des choses extraordinaires pour soi qu'on n'ose pas partager parce qu'on se dit, ça va intéresser personne. Et finalement, on mésestime l'impact universel que ces choses peuvent avoir sur les autres. Donc, c'est chouette. Bravo de t'être lancé comme ça. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est quand je me suis inscrite à ton blog, donc alors il y a pas très longtemps, hein, on va être honnête, c'est tout frais. C'est ma naturopathe qui m'a recommandé ton site en me disant ça a changé mon confinement, ça a sauvé mon confinement, il faut absolument que tu ailles voir et essayer de faire une nouvelle recette chaque semaine. Donc quand je me suis inscrite, j'ai reçu un gentil mail hyper bien tourné, hyper bien écrit, et j'ai été sensible à la chaleur que j'ai ressentie dans tes mots. Et puis donc tu nous demandais pourquoi on s'inscrivait à ta news, ce qu'on venait chercher, etc. Donc moi j'ai dit je viens chercher des protéines, j'ai besoin de protéines, je veux renforcer les protéines dans mes repas. Et là, le lendemain, je reçois un message personnalisé, enfin un message de ta part, quoi, comme si on se connaissait, dans lequel tu me réponds avec vraiment une gentillesse
sagesse incroyable. Et là, ça m'a touchée parce que je me suis dit, ça y est, on a de l'humain, quoi. C'est pas, je suis pas sur un chat, j'ai pas une machine qui me répond. Et en fait, je trouve ça génial. Et c'est ça aussi, c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on est en contact et que tu es sur ce podcast. Ça m'a beaucoup touchée. Donc j'aimerais connaître en fait la part d'humain. Et bon, on t'entend déjà depuis quelques minutes, on a compris. Mais quel est le lien en fait que tu déploies, que tu mènes, la connexion que tu as avec tes abonnés? Parce que bon, on peut se dire c'est du virtuel, c'est digital. T'es pas dans un atelier de cuisine, tu fais pas ça en présentiel avec des gens et les tabliers. Mais qu'est-ce que tu arrives à créer comme lien derrière l'écran, à travers l'écran? Alors oui, alors déjà, effectivement, les rencontres que je peux faire, dont celles d'aujourd'hui, sont juste absolument fabuleuses. Et ça, c'est ce à quoi je ne m'attendais pas avec le blog dont je parlais tout à l'heure et qui existe vraiment. Et cet échange que nous avons aujourd'hui, qui est effectivement permis par cette connexion que nous avons eue à travers le blog, j'ai comme ça eu fait des rencontres, eu des connexions avec des personnes, parce que moi, j'envisage pas ce nouveau métier, ce métier que j'exerce. J'ai encore du mal à l'appeler métier, c'est drôle, hein, sans qu'il y ait cette part d'humain, enfin, de parler comme ça derrière mon écran seul. J'ai conscience de ces milliers de personnes qui me lisent. Quand j'écris un article de blog, quand j'écris un post, quand j'écris une newsletter, c'est pas que je pense individuellement à chaque personne, mais quelque part, si je me dis et c'est personnifié par certains de mes lecteurs qui interagissent avec moi comme tu l'as fait. D'ailleurs, j'encourage vraiment les personnes qui lisent les newsletters, les posts sur les réseaux sociaux à interagir avec les auteurs, parce que c'est juste fabuleux de mettre cette part d'humain dans ces échanges. Moi, j'imagine pas ne pas avoir d'échange. Et effectivement, je mets un point d'honneur à répondre personnellement à toutes les personnes qui m'écrivent personnellement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toi, tu as pris le temps de m'écrire et de me faire part de ta problématique, et je reçois des messages, des petits messages tout simples pour me dire merci pour cette recette, je me suis régalée, j'en ai reçu un cette semaine qui m'a fait sourire, c'est voilà, j'ai préparé votre recette de ratatouille à ma belle-mère qui a reconnu qu'elle était meilleure que la sienne et qui est même partie avec sa petite portion. Et moi, ça me fait sourire. Vraiment, il y a des messages qui me font sourire, des messages qui me font rire, des messages qui me donnent les larmes aux yeux parce que je reçois aussi des témoignages de personnes qui sont dans des situations compliquées, qui ont des soucis de santé, qui sont des personnes aidantes auprès de proches qui ont eux-mêmes des soucis, ou qui sont qui sont seuls. Je reçois des messages, je ris, je souris, j'ai les larmes aux yeux. Enfin, on est vraiment dans l'humain. Alors, quand je reçois des messages comme ça, mais j'imagine même pas un instant de ne pas répondre. Et parfois, un vrai dialogue se noue. Il y a des personnes qui me suivent depuis des années. Maintenant, on échange des messages, pas quotidiennement, mais quasi. On s'est jamais vu, hein. On s'est jamais vu quelque part. On se connaît un petit peu. Voilà, on s'échange des messages, on se donne des nouvelles, on interagit. Parfois, c'est une petite interaction rapide. Mais il y a quand même cette part d'humain qui existe derrière les écrans et heureusement qu'elle existe. Oui, mais ça soulage et surtout, finalement, tu entres dans nos cuisines, donc il y a une part d'intime dans tout ça. Tu entres dans nos cuisines, tu entres aussi dans nos assiettes et c'est très personnel, la cuisine et l'assiette. Oui, c'est personnel parce que c'est effectivement c'est se nourrir, c'est nourrir nos proches, nos enfants, c'est partager. Pour moi, la cuisine, il y a vraiment une dimension du partage, du plaisir, un peu trop même parce que du coup, mes enfants, ils envisagent pas de faire un repas jambon pâte. Je me suis parfois prise à mon propre piège. C'est le moment où on se retrouve, c'est le moment où on se retrouve en famille, ou en amoureux,
ou même des fois avec soi-même, parce que c'est cuisiner pour les autres, mais c'est aussi cuisiner pour soi. C'est l'attention qu'on s'accorde, l'importance qu'on s'accorde. D'ailleurs, j'encourage mais vraiment énormément les personnes qui sont seules. Je reçois pas mal de messages en ce sens de personnes qui me disent je suis seule, j'ai du mal à cuisiner pour moi, ou j'ai été mère de famille nombreuse et maintenant que tout le monde a quitté le nid, j'ai du mal à trouver l'énergie ou la motivation à cuisiner pour moi. Alors, j'entends, hein, je comprends vraiment cette problématique. Et moi, j'encourage vraiment les personnes à cuisiner pour elles, parce que peut-être que pendant des années, elles n'ont pas pu faire de chou-fleur, par exemple, parce que ou de chou farci, ça c'est du vécu, parce que leur famille détestait ça. Et ben faites-vous des choux farcis. Et alors effectivement, les recettes parfois elles sont, enfin souvent moi je donne des recettes pour 4, c'est pour donner un repère. Faites-les pour 4 et puis vous congelez et puis vous serez bien contente de retrouver cette petite portion un soir où vous aurez pas l'énergie. Moi je dis, enfin faites-vous du bien et la cuisine c'est un moyen simple à la portée de tous parce que enfin, moi, mes recettes, c'est pas des recettes de chef, hein, c'est vraiment, enfin, je suis pas cuisinière de formation. J'aime ça, il y a des loupés d'ailleurs. Mais c'est un moyen simple, un moyen du quotidien de s'accorder de l'attention, de se faire du bien, vraiment, physiquement, hein, biologiquement, de se faire du bien, et que n'importe qui peut faire chez lui. Donc, pourquoi s'en priver? C'est vrai. Alors bon, là, tu me donnes la transition. Justement, on va repasser peut-être plus à ta marque, là. Si on devait te trouver un slogan, alors d'ailleurs, t'en as peut-être un, mais je le connais pas. Je me suis dit que ça pourrait être faire de son repas un moment de saine gourmandise. Et je me posais la question, comment tu as construit ta marque? Quel message tu voulais faire passer? Alors au début, il y avait pas de message, il y avait effectivement te faire plaisir à toi, mais peut-être qu'au fur et à mesure, quand même, tu as construit un message. Et aussi, la question, c'est pourquoi t'as choisi la cerise sur le maillot comme nom? Alors, ça fait beaucoup de questions en une, mais... Oui, mais elles se rejoignent. Alors, la question de la cerise sur le maillot. Effectivement, ça mérite peut-être explication, ça peut surprendre. En fait, moi, j'ai démarré cette démarche de rééquilibrage alimentaire pour perdre du poids. C'était le printemps, je voyais l'été arriver, et effectivement, j'avais quelques petits kilos en trop, et je me disais, oh là là, ce serait bien que je perde ces petits kilos avant l'été, les fameux 3 kilos avant le maillot. Bon, moi, c'était un petit peu plus que 3 à l'époque, mais enfin, les fameux, on a tous les magazines qui font leur une à cette période de l'année sur les kilos avant le maillot, etc. Donc, j'ai vraiment entrepris cette démarche de rééquilibrage alimentaire pour perdre du poids. Souvent, la plupart des personnes que je rencontre dans ce cadre-là, c'est la raison numéro 1. On va pas se mentir, c'est la raison numéro 1. Et puis en fait, non seulement je me suis aperçue qu'on pouvait se régaler autrement qu'à coup de double part de lasagne, mais qu'en plus, en plus de perdre du poids, parce que j'ai perdu effectivement mes petits kilos. Je me sentais mieux, je me sentais plus en forme, je dormais mieux, j'avais plus d'énergie, et je me suis dit en fait, c'est la cerise sur le maillot. La cerise sur le maillot, c'est tous ces bienfaits qui viennent avec un rééquilibrage alimentaire. Et c'est comme ça qu'est né le nom. Et puis bon, parce que je cherchais un nom et que bon, j'aime bien les noms un peu, enfin j'aime bien mettre une petite touche d'humour dans mes partages, que ce soit mes articles de blog. C'est quand même un ton un peu léger parce que ça me correspond, parce que je suis comme ça. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai testé ce nom, alors les hommes autour de moi étaient un peu dubitatifs sur ce nom, mais par contre j'ai eu un accueil assez enthousiaste côté féminin. Ah oui, c'est génial, j'aime beaucoup, c'est marrant, j'adore. Enfin, j'ai eu beaucoup de retours. Et puis, je me suis lancée avec ce nom-là, puisque de toute façon, c'est celui qui me faisait, qui me correspondait, à l'image que j'avais envie de mettre dans ce blog. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas forcément d'objectif commercial en fait derrière, entrepreneurial vraiment au départ. Slogan, vas-y redis-moi le. Alors, faire de son repas un moment de saine gourmandise.
Alors oui, j'aime bien, ouais, ça résume bien. Ça résume bien. Alors oui, c'est ça, bien manger, se faire du bien, sans se prendre la tête. Enfin, ça résumerait un peu l'esprit. Alors, c'est pas vraiment un slogan. Je crois que je suis nulle en slogan. Je pense que c'est plus ta partie. Mais en gros, oui, ça résume bien. Et puis, voilà, comme je disais, moi, je suis pas chef. Mes recettes, elles sont simples. C'est vraiment à la portée de tous. J'essaie de faire en sorte de proposer des recettes avec des ingrédients qui sont faciles à trouver, qu'on a même souvent chez soi dans ses placards, parce que, en fait, ça a l'air comme ça, mais moi, la plupart de mes recettes, c'est des recettes du placard, des recettes du frigo. C'est voilà, j'ouvre mon frigo, j'ai 2 courgettes, j'ai un pot de pâte de curry entamée, tiens, j'ai des pois chiches, j'ai une boîte de pois chiches. Bah, et si on faisait un curry de pois chiches aux courgettes? C'est comme ça qu'elles naissent, mes recettes. C'est voilà, tiens, je vais faire un velouté de lentilles corail parce qu'il est 19h, que les lentilles corail ça cuit vite, que j'ai pas envie de ressortir, en plus il pleut. Donc c'est exactement comme ça que le fameux velouté de lentilles corail au fromage de chèvre frais qui a un succès fou sur le blog, il est né exactement comme ça. J'avais un petit pot de chèvre frais entamé dans le frigo, j'avais des lentilles corail et c'est ça, il était 19h, il pleuvait, j'avais pas du tout envie de sortir. J'ai dit tiens, allez hop, on va mélanger tout ça. 30 minutes plus tard, on passe à table, c'est délicieux, je partage la recette, tout le monde se régale, elle a du succès et en gros, je dirais que 80% de mes recettes, c'est ça. C'est du feeling en fait, hein. Tu fais c'est spontané. Et c'est pour ça que ça marche, à mon avis, parce que du coup, on sent que on n'a pas besoin de se prendre la tête, on n'a pas besoin de faire des listes de courses à rallonge, on n'a pas besoin d'aller chercher des ingrédients introuvables qui nous freinent, en fait, et qui font qu'on s'y mettrait pas. Aujourd'hui, tu accompagnes sur la partie rééquilibrage alimentaire, enfin déjà depuis quelques années. Tu développes de nouvelles approches aussi pour accompagner encore mieux les gens, là, d'une manière individuelle. Il y avait du collectif avec des e-books. Je crois que tu te formes et que tu te formes et que tu te reformes et que tu te formes encore. On a parlé de syndrome de l'imposteur ensemble en off. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toute cette partie Parce que faire les recettes de manière spontanée, ça a l'air facile. En revanche, accompagner les gens sur du conseil sans se prendre la tête, c'est peut-être moins simple. Oui, alors bon, je vais m'allonger sur mon divan. Oui, alors effectivement, on en avait parlé parce que tu as raison. Alors bon, déjà, j'adore apprendre. Je pense que je me forme pas que par rapport à ce syndrome de l'imposteur, hein, quand même. J'aime apprendre. J'ai toujours aimé apprendre. D'ailleurs, le blog m'a permis d'apprendre des tas de choses puisque un blog, c'est je ne sais combien de casquettes. Il y en a tellement que je peux même pas les compter, puisque effectivement, il y a cette partie qu'on voit qui est de faire des recettes. Mais il y a toute une partie photo à laquelle je me suis formée. Au début, je faisais ça en tremblotant avec mon téléphone pas cher. Et j'ai quand même posté comme ça, et ça a quand même pris comme ça. C'est-à-dire que l'excuse du matériel, non. Franchement, hop, on la balaye, c'est pas vrai. Voilà, j'ai pris mes photos et j'ai progressé. Aujourd'hui, j'ai un appareil photo. Je fais ça de façon, on va dire, un peu plus professionnelle, académique. Enfin, je m'applique, mais je n'ai suivi. Alors là, pour le coup, aucune formation. J'ai beaucoup regardé. J'ai acheté des livres de photographie. J'ai regardé, etc. J'ai expérimenté et petit à petit, j'ai progressé. Mais j'ai progressé en pratiquant. Mais de la même façon, idem pour les recettes. Donc, il y a cette casquette de cuisine, il y a cette casquette de photo, il y a la casquette rédactionnelle, puisque pour partager tout ça, il faut écrire des articles, il faut écrire des posts. Et moi, je fais pas ça avec l'intelligence artificielle. Allez, ça tout sort de ma tête. Et un peu comme ça, au kilomètre, parfois, je me relis à peine. J'écris comme je parlerais. C'est-à-dire que je me dis, tiens, je vais parler de la recette. Qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce que je dirais à Sabine de la recette? Et c'est comme ça que j'écris, en fait. J'écris à des gens, en fait, à des vrais gens. Et je leur parle de la recette, de comment elle est née, pourquoi j'ai mis ça, et pourquoi j'ai pas mis ça, etc., etc. Donc, il y a un aspect rédactionnel pour lequel, là, peut-être mes études littéraires m'aident un petit peu, mais
pas forcément. Quand on aime parler, je pense qu'on peut écrire. Ensuite, il y a la casquette blog purement informatique. Bon, c'est vrai que là, mon parcours m'aide un petit peu, mais bon, en mettant les mains dans le cambouis, c'est pareil, on progresse. Il y a la casquette entrepreneur, comptabilité, faire des devis, des factures, faire sa compta, déclarer, etc. Bon, il y a cette partie-là, donc ça, c'est encore une casquette. Et comme j'aime apprendre, et que dès qu'une chose m'intéresse, j'ai besoin de savoir plus, encore plus et toujours plus, comme tu le dis, je me suis lancée dans des formations depuis quelques années. Et initialement, c'était plus dans l'idée d'apprendre que pour combattre un syndrome de l'imposteur, puisque j'avais vraiment envie de savoir comment ça se fait que ce rééquilibrage alimentaire, que cette nouvelle façon de manger me fait du bien, et comment elle pourrait me faire encore plus de bien. Voilà. Donc c'est vraiment parti de là. D'accord, donc à la base, c'était pour toi. Et là, encore une fois, tu vas partager les connaissances que tu viens d'acquérir. Voilà, donc effectivement, à la base, je l'ai fait vraiment pour moi. J'ai commencé par m'inscrire dans une formation en nutrition et micronutrition auprès d'un organisme qui s'appelle Oreca, qui donnait des formations vraiment sur des thématiques spécifiques, alors assez générales au début, qui étaient autour de c'est quoi une assiette équilibrée, et puis petit à petit, ça m'a tellement intéressée que j'ai suivi leurs modules un petit peu plus spécifiques sur, par exemple, le microbiote, voilà, des questions comme ça, parce que c'est comme n'importe quel sujet. Dès qu'on commence à gratter, c'est l'arbre qui cache la forêt, en fait. On se dit, ah oui, tiens, c'est vrai, tiens, quand je mange ça, ça fait du bien parce que je vais absorber tel nutriment, etc. Et puis, on a envie d'en savoir plus et plus et plus et plus. Et on s'aperçoit que il y a une montagne de choses qui se cachent. C'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Ça m'a passionnée au point de m'inscrire dans un DU, donc un diplôme universitaire à la fac de médecine de Paris-Descartes, donc hôpital Bichat. Donc ça, c'est une formation que j'ai suivie pendant 1 an à distance, avec quand même un examen à la fac en présentiel. Ça m'a fait bizarre de retourner passer un examen sur les bancs de la fac. Alors ça a été un énorme challenge parce que, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai vraiment un parcours plus littéraire au départ. Et donc, je me suis retrouvée à suivre des cours qui sont majoritairement suivis par des médecins qui veulent faire ce DU, donc en nutrition et diététique thérapeutique, exactement le libellé. Donc en nutrition, ou qui sont étudiants en médecine et qui veulent ajouter cette compétence, ou qui sont déjà dans ce domaine, on va dire, médical ou professionnel de santé. Et donc moi, vraiment, il y avait des cours voilà, sur la digestion, la lumière intestinale, etc., où franchement, je nageais complètement et j'étais obligée derrière d'aller approfondir en fait le sujet, puisque ces professeurs qui sont professeurs de médecine, ils vont pas rentrer dans certains détails qui sont considérés comme déjà acquis. Et donc, moi, j'avais besoin de revoir, de relire, de creuser, etc. Et j'ai eu ce DU. Bravo. Je l'ai eu de façon très honorable même. Parce que je me suis collé une pression d'enfer, et j'étais très heureuse de l'obtenir. Et là, je me suis dit bon maintenant c'est bon, j'ai des connaissances, je peux partager des programmes de rééquilibrage alimentaire. Et c'est là que j'ai lancé mes petits programmes collectifs, effectivement, dont tu parlais tout à l'heure. Et est-ce que ça te permet, toutes ces connaissances, de revoir les recettes que tu nous proposes d'une manière un peu différente ? Alors, oui et non. Oui, dans le sens où je vais parfois glisser dans l'intro de mes recettes qu'on va trouver tel ou tel nutriment. Effectivement, ça a quand même un peu orienté ma consommation de certains produits, certains que j'ai réduits et d'autres que j'ai augmentés. Un exemple tout bête, tu parlais des protéines tout à l'heure, mais effectivement, c'était peut-être quelque chose sur lequel je faisais pas assez attention. Alors moi, j'ai été végétarienne pendant 10 ans, et j'ai été végétarienne à une époque où personne n'était végétarien, ou très peu de personnes, on était des ovnis quand on était végétarien. Et c'est vrai que la question des protéines,
c'est pas une question à laquelle on pense de prime abord. Maintenant, si, ça devient plus un sujet, on en entend davantage parler. Voilà, donc ça, j'ai fait davantage attention parce que très naturellement, j'ai une alimentation peu carnée, c'est-à-dire que je mange de la viande, du poisson, mais ça va pas être la majorité de mon alimentation. Donc, j'ai fait plus attention, donc j'ai introduit certains produits type légumineuses qui ont pris une place plus importante dans mes recettes. Oui, ça a quand même orienté mes recettes, et non dans le sens où le rééquilibrage tel que je le percevais au début, donc il y a une vraie évolution qui était quand même plutôt orientée faire attention à la prise de poids, etc., est quand même différent aujourd'hui dans le sens où je suis moins sur des recettes légères, mais plus sur des recettes équilibrées d'un point de vue nutritionnel, mais qui au final, quand on a une alimentation déséquilibrée, ça va quand même permettre de perdre du poids. Moi, les personnes qui suivent mes programmes et qui n'avaient pas forcément une alimentation équilibrée à la base, perdent du poids en plus de gagner les bénéfices de cet équilibre alimentaire nouvelle formule. C'est-à-dire que oui, ça a impacté, et en même temps, dans le bon sens. Et en même temps, ça m'a fait prendre conscience que tout ne doit pas être équilibre alimentaire. C'est-à-dire que on doit aussi manger, c'est du plaisir, manger, c'est du partage, manger, c'est aller au restaurant et prendre le plat qui nous fait plaisir et pas forcément le plat qui nutritionnellement est le plus qui coche toutes les cases, parce que quand on fait attention la plupart du temps, et d'ailleurs j'ai envie de dire qu'au début on fait attention, mais après ça devient notre façon de manger, donc on fait même plus attention. Moi, franchement, enfin, j'ai plus envie de la petite soupe dont je t'ai parlé tout à l'heure, ou du curry qui est très savoureux, plein d'épices, etc., que d'une assiette de pâtes carbonara. Au final, ça me fait plus envie aujourd'hui. Mais quand on fait attention la plupart du temps, c'est pas parce qu'au restaurant on va avoir pris la pâtisserie parce qu'elle nous faisait super envie en dessert, ou le plat qui était peut-être un peu riche, que ça va anéantir tous les efforts, enfin ces efforts que l'on peut faire. Mais j'aime pas tellement ce mot effort. Tout cet équilibre qu'on a réussi à mettre dans le reste de son alimentation. Ouais, c'est pas tout ou rien, quoi. Ça va pas s'effacer en 3 minutes ou en un plat. Sur quelles qualités personnelles tu as construit ton business? Est-ce que tu les as identifiées? Est-ce que, par exemple, l'audace, c'est une valeur essentielle dans ta posture et dans ton parcours? Alors, l'audace, peut-être pas, ou alors peut-être que c'est comme ça que ce serait perçu vu d'un œil extérieur, mais en tout cas moi c'est pas comme ça que je le vis, parce que moi tout se fait de façon tellement, pour moi l'audace, il y a quelque chose d'assez impactant, d'assez ça claque l'audace. Enfin, je sais pas comment résumer. Alors que moi tout coule un peu de source et tout se fait quand même beaucoup dans l'intuition. Et il y a quand même des décisions. Alors, c'est-à-dire que je suis dans un quotidien assez routinier au final, de créer mes recettes, de les rédiger, de les mettre sur mon blog, de les partager, de répondre. Donc, on est vraiment sur quelque chose de routinier. Hein. Si on regarde d'ailleurs, mes posts sont assez réguliers. Il y a quelque chose de régulier parce que il y a quand même un confort dans la routine. Et puis par moment, parce que j'ai quand même beaucoup d'idées, tous les jours j'ai beaucoup d'idées. Il faudrait que mes journées fassent plus de 24 heures. Pour pouvoir toutes les réaliser, il faut que je me canalise. Et par moment, tout d'un coup, je me dis non mais ça, il faut que je le fasse. Ça, il faut que je le fasse. En fait, par moment, je me pose et je vois que par exemple, je vais procrastiner sur une chose. Donc je procrastine, j'ai pas envie, je repousse, je vais préférer aller étendre une machine plutôt que de le faire. Là, quand on en est rendu à préférer étendre une machine plutôt que faire la chose qu'on est censé faire professionnellement, je me dis ok, ça c'est que t'as plus envie de le faire. Donc soit tu l'arrêtes, soit tu le fais différemment, soit tu le délègues, bref. Mais ça c'est pas bon. Par contre, tout ce à quoi tu penses tous les jours, tu te dis tiens, ça faudrait que je le fasse, ça tiens, je pourrais le faire comme ça, et oh là là, il pourrait y avoir ça. C'est vraiment de l'intuition, et de se dire, et puis aussi savoir faire un peu d'introspection et se dire ok, donc en fait c'est ça que j'ai envie de faire.
C'est ça que j'ai envie de faire, donc je vais le faire. C'est comme ça que j'ai lancé mes programmes. Ça m'a pris d'un coup. J'y pensais depuis quelque temps. J'avais en plus ce bagage qui était venu un peu, on va dire, chasser ce syndrome de l'imposteur qu'on a un peu toutes, hein, quand même. Hein. Enfin, souvent. C'est vrai. Et c'est comme ça qu'un matin, j'ai dit, eh ben, je le fais. Et aussi simple que ça, eh ben, je le fais. Donc voilà, tiens, autre casquette, je me suis mis sur Canva et puis j'ai créé la maquette de mes e-books, j'ai rajouté les recettes, j'ai fait les recettes, voilà. Est arrivé par contre l'écueil de partie marketing, on va dire plus commerciale, qui là pour moi reste quand même quelque chose d'assez problématique. Parce que là, pour le coup, j'y connais rien et j'ai pas d'appétence pour ces sujets. Donc, je fais un peu au petit bonheur la chance, que ce soit déterminé. Les prix, tout le monde me dit, mais oh là là, mais par rapport au volume de choses qu'il y a dans tes programmes, mais c'est tellement pas cher. Mais en même temps, je me dis, bah oui, mais bon, moi, mon idée, c'est que C'est accessible. exactement, que le plus grand nombre puisse y avoir accès. Donc, si je mets ça à un prix fou, bah ça va à l'encontre de certaines de mes valeurs aussi que j'ai par ailleurs en fait. Tu rendras moins service, ce sera pas collectif. Tu pourras Oui. pas partager au plus grand nombre. Bah, d'ailleurs, sur le blog aujourd'hui, il y a plus de 1000 recettes en accès gratuit. Libre. Voilà, il y a des menus, il y a des conseils nutritionnels. C'est-à-dire que, on va dire que 90% de mon activité, de mon travail, je le livre gratuitement. Mais ouais, t'es hyper généreuse. Mais justement, je voulais parler, moi, finance et ambition, parce que, évidemment, on se demande toujours quel est le modèle économique d'une entreprise comme la tienne. Donc, on peut y passer quelques minutes si tu veux bien. Est-ce que ton entreprise génère un chiffre qui te convient, qui honore aussi ton engagement? Parce que je trouve que c'est important d'honorer son engagement, sa passion. Et puis, est-ce que tu as déjà des étapes pour après? Voilà, je sais pas où t'en es. Alors, aujourd'hui, j'en vis, parce qu'effectivement, ça s'est fait de façon très glissante. Hein. J'avais cette activité de chef de projet et petit à petit, donc le blog a pris un petit peu plus de place. Donc, j'étais freelance. Donc, c'est quand même assez confortable dans le sens où petit à petit, j'ai refusé des missions, j'ai gardé certains clients, j'ai réduit le volume horaire avec des clients. En fait, ça s'est fait de façon très glissante. Et un jour, je me suis aperçue que ce blog était rentable. Alors, quel est le modèle économique du blog? Aujourd'hui, j'ai 3 sources de revenus. L'une d'elles, alors la plus grande source de revenus, ce sont les contenus, les programmes. Voilà. Donc, mais ça, c'est la plus récente. Une autre source de revenus, c'est la publicité qu'il y a sur le blog. Alors oui, effectivement, alors ça c'est pareil, j'ai eu beaucoup de mal à mettre de la publicité pendant longtemps, tout était gratuit. Mais un blog, ça coûte de l'argent. Il y a l'hébergement, les prestataires qui m'arrivent de payer quand ça dépasse mes compétences techniques, hein, voilà, un développeur, une personne webmaster pour par exemple mettre en place ma boutique en ligne, le matériel, j'ai un appareil photo, j'ai des fonds photos, voilà, j'ai du matériel pour faire les photos, tous les ingrédients, le matériel, voilà, que j'achète pour cuisiner aussi. Donc en fait, un blog, ça a un coût. Et là, j'ai même pas encore abordé le temps passé, parce que le temps passé, forcément, c'est du travail. Et donc, un jour, j'ai sauté le pas de mettre de la publicité sur le blog. Et cette publicité, aujourd'hui, génère un chiffre qui me permet, en tout cas, de couvrir une partie qui me permet de couvrir ses frais et de générer un petit revenu. C'est pas fou, mais c'est pas négligeable non plus. À ça, s'ajoutent les partenariats avec les marques. Donc, je réalise des recettes pour certaines marques. Alors, que ce soit des recettes que je vais partager sur mon blog ou sur les réseaux sociaux, ou en marque blanche, notamment pour Kenwood, la marque de robots, avec qui j'ai réalisé plusieurs livres que l'on trouve, par exemple, dans les cartons des robots. Voilà, j'ai réalisé des recettes pour eux, ou des marques alimentaires ou de matériel culinaire. Mais ça, c'est une petite partie de mes revenus, assez négligeable au final. Et ça, c'est une volonté parce que je choisis. Disons que je privilégie des marques
des produits que j'aurais naturellement, réellement consommés ou que même déjà pour la plupart je consommais auparavant. Soit parce que voilà, la démarche est locale, engagée, les produits me plaisent, j'aime ces produits, voilà. Et je refuse pas mal de collaborations. Voilà, je suis très souvent sollicitée pour des collaborations. Alors je sais que c'est un luxe. Après voilà, chacun a le modèle économique qu'il a. C'est pas, c'est vraiment. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Moi, j'ai choisi ça. Voilà, je fais peu de collabs, mais celles que je fais, c'est du plaisir. Ce sont des personnes avec qui je collabore depuis parfois des années et ça se passe très très bien. On s'entend très bien parce qu'il y a toujours cette dimension humaine. Oui. Pour moi, est quand même très très importante. Il y a également les livres, puisque donc comme tu le disais tout à l'heure, j'ai publié 9 livres qui sont disponibles en librairie ou effectivement en produits associés au robot. Et puis donc ces fameux programmes. Donc voilà le modèle économique. Et je crois que c'est très important d'ailleurs de pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'avoir plusieurs sources de revenus parce que certaines sont plus fluctuantes que d'autres. Voilà, la publicité par exemple c'est très fluctuant. Les marques c'est pareil. Enfin tout est fluctuant et donc les uns viennent parfois compenser les autres. Donc ça me semble pas mal de diversifier ses sources de revenus. Pour équilibrer. Oui, pour équilibrer. Oui. Et pour dormir sur ses 2 oreilles. Oui, c'est ça aussi. C'est ça que l'échec de la première entreprise Oui, m'a appris. oui, tout à fait. C'est la diversification, la pluralité, et puis toi, tu te fais plaisir aussi dans toutes ces activités. Alors, on est quasiment à la fin de notre entretien parce que ça fait déjà longtemps qu'on se parle, c'est un vrai plaisir. Est-ce que tu peux nous partager tes meilleurs tips pour développer son entreprise tout en se sentant à sa place et épanoui, parce qu'on a bien senti que toi, tu te forçais à rien. On a bien senti aussi dans les partenariats et même par rapport à tes sources de revenus que c'était très important pour toi d'être en accord avec tes valeurs, et merci de le dire si simplement aujourd'hui ici. Donc voilà, qu'est-ce que tu pourrais recommander à quelqu'un qui se lance ou à quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat pour développer son entreprise? Alors déjà, je pense qu'il faut faire les choses par passion, donc se lancer dans l'entrepreneuriat de quelque chose qu'on aime, et même si on n'y connaît rien, parce que tout s'apprend vraiment. Regardez mes premières photos et regardez mes dernières photos, vous verrez, tout s'apprend. Donc se lancer dans quelque chose qui nous passionne, qui nous anime, parce que je pense que le premier moteur, c'est effectivement de se lever chaque matin avec le bonheur, le plaisir, l'envie d'exercer son activité. Voilà, moi il faut carrément que je me fasse violence parfois le soir en me disant oh là là, quand même là faut que je m'arrête là, parce que et ça sera un moteur qui est totalement inépuisable. S'entourer de personnes qui sont aussi dans l'entrepreneuriat et qui vont peut-être savoir nous comprendre, nous écouter, parce que on peut avoir autour de soi. Enfin, moi, par exemple, on m'a proposé des postes salariés qui étaient comme ça sur le papier, qui avaient l'air super. Et autour de moi, certaines personnes m'ont dit oh là là, mais t'es sûre de pas accepter ce poste pour te consacrer à ton blog et tout. Ça peut faire douter, vraiment, ça peut faire douter. Alors que quand on a autour de soi quand même, donc peut-être rejoindre un réseau si on ne connaît pas personnellement des entrepreneurs, rejoindre un réseau ou échanger même sur les réseaux sociaux. Moi, j'échange beaucoup avec mes collègues blogueuses culinaires. On se soutient, on se donne des petits conseils. Voilà, ne pas rester seul, savoir s'entourer, que ce soit virtuellement, amicalement ou professionnellement. Voilà. Et puis écouter son intuition, écouter son intuition, faire les choses qu'on aime, comme on les aime. Y mettre quand même un brin de réflexion, ça c'est sûr, et d'anticipation. Mais je crois que à partir du moment où on a ce moteur de la passion, de l'intuition, et qu'on est entouré, enfin, ce serait mes conseils. Et puis se former. Alors pensez à utiliser, parce qu'on a tous soit un CPF qui dort, soit parce qu'on est freelance, on cotise à un organisme. Voilà.
Moi, dès que j'ai 3 sous sur ces comptes-là, je saute dessus. Je me forme en permanence. Là, j'ai encore suivi une formation l'année dernière auprès de l'école du docteur Yann Rougier pour justement me préparer à faire de l'accompagnement individuel, parce qu'avoir des connaissances, c'est une chose. Savoir accompagner des personnes individuellement avec une méthodologie, c'était on va dire, ce qui me manquait pour proposer ces accompagnements individuels. Donc, j'ai fini cette formation en juin. C'est ce qui va me permettre de lancer ça. Donc, vraiment se former et utiliser ces fonds. C'est quand même dommage de les laisser perdre. Pour moi, c'est vraiment jeter de l'argent par les fenêtres. Mais vraiment, quand je vois des personnes qui ont 2000 € sur leur CPF et qui en font rien, je me dis, mais forme-toi, mais à n'importe quoi. Et en plus, ça permet de faire des rencontres. Moi, à chaque fois que j'ai suivi des formations, j'ai rencontré des personnes. Ces personnes-là, aujourd'hui, je travaille avec elles. Mais ouais, bien sûr. On collabore, on réseaute, voilà, que ce soit Margot, coucou Margot, qui est coach sportif que j'ai rencontré en formation, Stéphanie, qui est pharmacienne micronutritionniste que j'ai rencontrée en formation. On s'est trouvé une complémentarité. Et donc, nous collaborons maintenant sur les programmes, et ça, c'est hyper enrichissant. Ça permet à la fois d'apprendre des choses et de rencontrer des gens. Mais oui, c'est bingo. Alors, on peut évidemment retrouver ton blog à La Cerise sur le Maillot. On peut te suivre sur Instagram, sur Facebook aussi, je crois. Oui, sur Facebook, sur Pinterest, s'inscrire aussi à ma newsletter. Ouais. Alors Stéphanie, merci infiniment d'avoir joué le jeu de ce podcast aujourd'hui et de nous avoir partagé avec beaucoup de simplicité ta manière d'entreprendre, ta manière aussi d'écouter ton cœur et de suivre ton intuition, tes feelings. Effectivement, ton parcours a l'air hyper doux maintenant et c'est hyper inspirant, donc merci infiniment. Écoute, merci beaucoup Sabine d'avoir pensé à moi et de m'avoir invitée. J'ai beaucoup apprécié ce moment d'échange que nous avons eu toutes les deux. Et puis, moi, je voulais te dire que je trouve ton parcours extrêmement inspirant. J'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller s'intéresser à ton parcours, que je trouve flamboyant. Ah. Merci beaucoup. Et que tout le monde puisse aller lire et s'inspirer de tes recettes. Et tu sais quoi, j'avais envie d'une version audio, moi, de tes recettes, parce que j'aimerais bien que tu me parles quand je suis dans ma cuisine et que j'ai pas besoin de suivre sur l'écran ou de m'imprimer la recette. Je sais pas, c'était une idée que j'ai eue hier, de me dire, tiens, j'aimerais qu'on me dicte toutes les étapes que j'ai à suivre pour faire ces recettes. Écoute, je note l'idée. Voilà, peut-être un axe de développement pour La Cerise sur le Maillot. Voilà, je glisse ça ici. En tout cas, merci infiniment. Merci aussi pour les 2 personnes que tu m'avais recommandées en off, que je vais contacter de ce pas pour les inviter sur le podcast. Et puis, je te souhaite vraiment beaucoup de belles créations et puis beaucoup de belles rencontres aussi dans tes accompagnements individuels que tu vas démarrer bientôt. Merci beaucoup Sabine. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et voilà, vous venez d'écouter un épisode du podcast Flamboyante et Entrepreneur. Si vous avez aimé, je vous remercie par avance d'aller déposer un avis 5 étoiles avec un commentaire sur Apple Podcast, de bien évidemment partager cet épisode sur l'ensemble de vos réseaux, d'envoyer le lien à votre tante, à votre amie, n'hésitez pas. Et si vous avez une super idée d'une femme flamboyante que je pourrais interviewer, envoyez-moi son nom et ses coordonnées s'il vous plaît. Cet épisode a été réalisé et créé par Sabine Reynard. Le montage a été fait par Karina Michel et je remercie très sincèrement Laure Brignone pour ses conseils techniques. Si vous souhaitez me joindre, si vous avez vous-même envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, si vous souhaitez recevoir des conseils à propos de votre positionnement, de votre posture, de l'identité de votre marque, de comment créer vos offres, de comment révéler votre univers de marque et votre identité en vous rendant visible et accessible, n'hésitez pas à me rejoindre au www.sabinereynard.com et puis vous pouvez me joindre sur toutes les plateformes d'ici là. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h pour un nouvel épisode.